Faire du vélo dans la Combe de Giers entre Saint-Martin-de-Riage et Grenoble, une grosse prise de risque sur cet axe D524 qui voit passer 13 000 voitures par jour. Le collectif Uriage à vélo ne se satisfait pas des propositions de la métropole et demande un véritable aménagement cyclable. Parce qu'il n'est pas toujours évident de répondre à des problématiques de violence conjugale et intrafamiliale, un réseau aide les professionnels du Grésivaudan à se former pour accompagner au mieux les victimes dans les différentes problématiques qui en découlent. Et puis, le violon préféré de Paganini, fabriqué en 1743 en Italie, est passé sous la ligne de lumière BM18 à Grenoble, la seule au monde à pouvoir évaluer l'état de conservation de Il Canon. Paul Taforo, responsable de cette technique à l'ESRF, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 21 mars 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Se déplacer à vélo pour les trajets du quotidien. Vous êtes de plus en plus nombreux à y prendre goût dans la métropole. C'est d'ailleurs l'un des sujets mis en avant à l'occasion du 24e congrès de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui se tient en ce moment à Grenoble. Mais dans certains territoires, le partage de la route est loin d'être une évidence, même dans une métropole apaisée. Dans la Combe de Giers, certains cyclistes y ont même renoncé. Mirko Pesci. Sur la Combe de Giers, le manque de visibilité, la vitesse et l'absence de voies réservées aux vélos créent un contexte accidentogène. Au cours des 10 dernières années, 2 cyclistes sont décédés et des accidents ont lieu régulièrement. Le collectif Uriage à vélo lutte pour avoir un aménagement sécurisé. J'habite à Volnay-le-Haut et j'emprunte fréquemment cette route, la RD 524 en vélo, que ce soit pour aller faire du vélo ou pour aller sur Grenoble. Notre projet commun, c'est d'obtenir un équipement cyclable pour pouvoir circuler en sécurité le long de la 524, là, entre Uriage et Giers, parce qu'aujourd'hui, ça présente beaucoup de risques. C'est une route sur laquelle il y a eu des morts, donc on n'est pas tranquille, on ne peut pas prendre le vélo comme on le souhaiterait. Et il y a beaucoup de gens qui renoncent à faire du vélo, qui préfèrent prendre une voiture. Ça fait des voitures en plus. 13 000 véhicules circulent chaque jour sur la route départementale 524. C'est une voie importante pour les habitants de Loisan qui vont au travail dans le bassin grenoblois. Nathalie emprunte cette route tous les jours pour se rendre à son travail à Mélan. Ça fait peur parce que la route est étroite, que les véhicules roulent vite, qu'il y a des virages où on ne voit pas ce qui se passe en face et que ça arrive souvent qu'il y ait des véhicules qui doublent à des endroits où c'est très juste et où si un véhicule arrive en face, on se rend bien compte qu'il n'y a pas la place, pour le cycliste. Mes enfants, entre autres, se sont inquiétés de savoir qu'il y avait eu un accident et s'inquiétaient de savoir si je pouvais être concernée. Je crois qu'ils sont inquiets aussi du coup de savoir que j'emprunte cette route à vélo. Le collectif a déposé une pétition qui a récolté plus de 4000 signatures. La métropole a annoncé qu'un travail est en cours pour entreprendre des travaux le plus rapidement possible. Mais des contraintes réglementaires pourraient retarder l'aménagement. Et Grenoble, terre de contraste, puisque pour ceux qui ont du mal à pédaler, l'Auto-Club du Dauphiné organise du 22 au 24 mars à Alpexpo la première édition de l'Automoto Festive Alpes pour découvrir près de 200 véhicules de collection et de compétition. Le débat, il en est aussi question à propos du projet d'extension de ST Microelectronics à Crolles, fer de lance de France 2030, mis sur orbite par le président de la République lui-même, alors que le chantier a déjà commencé. Hasard ou coïncidence, le lancement de la concertation préalable est prévu le 22 mars, comme la Journée mondiale de l'eau, sachant que la production des semi-conducteurs en est friande. La première réunion aura lieu vendredi à 19h à Minatec. D'autres réunions et rencontres de proximité sont prévues pendant 4 semaines. Un site internet a également été mis à disposition, stmicroelectronics.je-contribue.com. Comment mieux accompagner les victimes des violences conjugales? C'est sur ce constat qu'a été créé en 2017 le réseau Réagir pour Réseau Écoute Accompagnement Grésivaudan Violence. Parce que ces situations impactent tous les domaines de la vie, ces victimes, Réagir regroupe 120 membres très variés, de France Victimes à la CAF en passant par le CHU ou l'Éducation nationale et bien sûr le département de l'Isère. Le réseau Réagir vient en soutien aux professionnels qui
qui reçoivent, eux, les victimes. L'idée, c'est vraiment d'améliorer le repérage en premier lieu, parce que les victimes arrivent rarement en disant qu'elles sont victimes. Et donc, le travail des professionnels, c'est vraiment de repérer, d'affiner l'écoute, d'affiner, de recevoir ces violences, les repérer. Et en fait, on repère mieux quand on travaille en plusieurs, parce que les violences, elles figent la pensée. Les violences font peur aux victimes, elles font peur aussi aux professionnels. Et donc, il faut pouvoir échanger entre nous, ce qui améliore individuellement la prise en charge de chaque professionnel. Le réseau, c'est le département qui l'a mis en place. Et si j'ai été favorable à la mise en place de ce réseau, c'est bien parce que nous sommes confrontés en tant qu'élus souvent à ce type de questionnement de la part de familles, souvent pour des violences intrafamiliales et souvent des violences pour lesquelles la femme est la victime, avec des conséquences pour ce qui concerne le département sur la protection de l'enfance et sur les enfants. Donc ce réseau qui s'est mis en place est une vraie aide pour les élus qui se trouvent confrontés à ce genre de situation parfois de manière inattendue. Le département souhaiterait que le dispositif s'étende. 10 réseaux existent actuellement sur le territoire, mais moins développés que dans le Grésivaudan. Ça pique. Il y a quelques jours, l'ancien ministre de la Santé et praticien en neurologie au CHU Grenoble-Alpes, Olivier Véran, annonçait qu'il allait reprendre des études de médecine pour se former à la médecine esthétique, notamment dans une très chic clinique parisienne, ce qui n'avait pas manqué de susciter de nombreuses réactions. Le député Les Républicains de l'Isère, Yannick Neuder, enfonce le clou et vient de déposer une proposition de loi visant à encadrer les reconversions vers l'exercice de la médecine esthétique des médecins généralistes et spécialistes. Le cardiologue déplore ce développement de ces pratiques très rémunératrices au détriment d'autres soins en déshérence. Le texte ne cible pas la chirurgie plastique pour la reconstruction de lésions importantes. Quelques mots de sport. Les Brûleurs de Loup connaissent enfin leur adversaire pour la demi-finale. Ce seront les boxeurs de Bordeaux, vainqueurs en prolongation de Marseille hier soir. Pourtant mieux classés, les Grenoblois iront jouer leurs 2 premiers matchs à Bordeaux, vendredi et samedi, et recevront les matchs 3 et 4 mardi et mercredi. Mais Grenoble récupérera l'avantage de la glace pour un éventuel match 5. Sur le gazon, le HCG organise pour la première fois le tournoi qualificatif du championnat de France de N2 et les féminines sont actuellement leaders sur 12 équipes. Ça se passe samedi et dimanche. Pour les basketteuses de la Tronche-Mélan, le BCYM reçoit Toulouse, 4e des Ligues 2 féminines, samedi à 20h au Charlet, pour l'avant-dernier match de la saison régulière. Enfin, en foot américain, les Centaures de Grenoble reçoivent Savigny-le-Temple à 19h au Stade Lédiguière pour le compte de la 6e journée du championnat de 2e division. Un nouveau voyage pour le SRF. Le synchrotron grenoblois poursuit son exploration du monde qui nous entoure. Il y a quelques jours, c'est un violon de 1743 en provenance de Gênes, Il Canon de Niccolo Paganini qui a été examiné sous toutes les coutures et même au-delà grâce à la ligne de lumière BM18. Une ligne dont vous êtes le responsable, Paul Taforo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc chercheur à l'ESRF. Avant de revenir sur notre violon italien, on va remonter un petit peu dans l'histoire de cette technique. Alors, il se trouve que vous avez joué du violon et que pour tester la ligne de lumière qui n'était pas à l'époque ce qu'elle est aujourd'hui, vous avez utilisé votre violon. C'est donc une longue histoire. C'est ça. En fait, en 2018, le SRF s'est arrêté pour reconstruire un nouvel accélérateur. Et quand on a pu commencer à jouer un peu avec le nouveau système, pour tester les possibilités, les limites, j'ai ramené mon violon, sur lequel je n'avais pas joué depuis déjà quelques dizaines d'années. Et je l'ai scanné pour avoir une petite idée du niveau de précision qu'on pouvait obtenir. Et j'avoue que j'ai été vraiment étonné des résultats. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien avec la nouvelle source. Parce que cette technique, elle permet de voir l'infiniment petit et surtout de manière neutre, pas invasive. Ah oui, c'est une technique non destructive, c'est-à-dire qu'on scanne le violon complet. C'est le même principe qu'un scanner médical, mais à peu près 1000 fois plus précis. Donc sur un violon complet, on peut atteindre à peu près 35-36 microns de taille de pixels. Et après, on peut aller zoomer dessus. Donc on va comme ça jusqu'à peu près 2 microns. On pourrait aller encore plus loin, mais dans les faits, à 2 microns, on voit déjà toute la structure cellulaire du bois. Donc généralement, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et on fait ça au synchrotron. Expliquez-nous déjà comment ça fonctionne, ce grand donut.
Alors le synchrotron, c'est un accélérateur de particules. On a un accélérateur linéaire qui va faire des paquets d'électrons qui vont être accélérés quasiment à la vitesse de la lumière. Donc ils sont envoyés dans un premier niveau d'accélérateur. Ils montent comme ça jusqu'à 6 gigaélectronvolts, donc c'est 99,99% de la vitesse de la lumière. Une fois qu'ils ont la bonne vitesse, ils sont injectés dans le grand anneau qui s'appelle l'anneau de stockage. Et là, à chaque fois qu'on les dévie dans un champ magnétique, ils perdent de l'énergie sous forme de lumière. C'est ce qu'on appelle la lumière synchrotron. Et vu qu'on a une machine qui a très haute énergie, cette lumière synchrotron, chez nous, est principalement dans la gamme des rayons X qu'on dit durs, c'est-à-dire de haute énergie. Alors, comme vous vous servez un petit peu de ce qui se passe dans votre vie quotidienne, le synchrotron qui s'arrête et le Covid-19, vous vous êtes aussi servi de cette ligne pour étudier les organes pendant la pandémie. C'est ça. Au départ, quand on a fait ce test avec le violon, la pandémie commençait en Chine, mais c'était encore la période où on ne pensait pas que ça allait arriver en France. Et finalement, 7 jours après le test du violon, il y a eu le premier confinement en France. Et très rapidement, on a été contacté à l'ESRF pour essayer de scanner les poumons complets de personnes qui mouraient du Covid. Et parce qu'on avait fait le test sur le violon et qu'on avait pu voir la qualité qu'on pouvait obtenir, on a dit « OK, on va essayer » et on a lancé le projet sur l'imagerie des organes. Ça a été fait sur la ligne BM5 à l'époque, une ligne courte qui fait 62 mètres. Et entre-temps, de 2020 à 2022, on a construit une autre ligne, BM18, qui est la plus grande ligne d'imagerie à haute énergie au monde. C'est la seule qui permet de faire des grands objets avec beaucoup de contraste de phase. Et donc là, c'est ce qu'on voit après sur la comparaison actuelle, c'est-à-dire qu'au milieu, vous avez BM5, la qualité qu'on a fait sur le premier test du violon ou sur les premiers organes, et à droite, vous avez BM18, où c'est le même détecteur, le même cerveau, mais finalement une qualité qui est bien supérieure tout en allant beaucoup plus vite et avec moins de rayons X. Ce véritable Google Earth du corps humain que vous avez développé, il a même séduit la fondation Zuckerberg. C'est ça, ce projet a obtenu très rapidement des fonds de la fondation Chan Zuckerberg. On a eu 3 niveaux de financement jusqu'à maintenant et on est passé bien au-delà de la preuve de concept. Maintenant, on a ouvert une infrastructure qui permet à une 50aine d'équipes partout dans le monde de venir faire des expériences à l'ESRF sur l'imagerie des organes. Alors, on va revenir maintenant au violon de Paganini. Quel était l'objectif de ce passage au rayon du synchrotron ? Alors le but, c'était que ce violon, il a 280 ans, donc il est quand même pas tout jeune. Alors, et je précise qu'il est estimé à plus de 30 millions d'euros, donc j'imagine qu'on fait attention. Alors oui, on fait attention, évidemment. Après, à l'ESRF, on est assez habitué à avoir des échantillons très précieux. Moi, je suis paléontologue à la base, et dans ma carrière, j'ai manipulé des centaines d'échantillons qui sont au moins aussi précieux que celui-là. Donc j'avoue que je n'avais pas les mains moites, je tremblais pas, parce que je suis un peu habitué à ce genre d'échantillons. Donc oui, c'est beaucoup d'argent, mais dans les faits, tant que ça n'a pas vraiment d'impact sur ce qu'on peut faire. Mais ce qui importait, c'était de voir l'état de ce violon. C'est ça, le but pour nous, c'est un violon qui est avant tout exposé et dont le but, c'est de le conserver pour les générations futures. Mais il sert encore. À peu près une fois tous les 2 ans, il est utilisé lors d'un grand concours de jeunes violonistes et le gagnant du concours a le droit de jouer sur ce violon. Donc c'est l'un des plus grands honneurs qu'on peut imaginer pour un violoniste. Mais le problème, c'est que c'est un violon qui vieillit. Et donc, on veut être sûr qu'il n'y a pas de risque à continuer à le faire jouer. Donc, le but de ce scan à l'ESRF, c'était de pouvoir faire un diagnostic complet de l'état de santé du violon, avec une résolution qui est tellement meilleure que tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, qu'on peut aller voir la moindre micro-fissure, le moindre petit défaut. Et surtout, on a fait 2 scans. On a fait un scan avec les cordes qui n'étaient pas tendues et un autre scan avec les cordes tendues, pour pouvoir voir les éventuelles déformations du violon ou si certaines fissures se mettent à s'ouvrir à cause de la tension des cordes. Alors les données, donc 10 jours, donc on n'a pas encore les résultats des analyses. Mais pour l'instant, on peut estimer que ce violon est en bien meilleur état que ce que vous-même et les personnes qui vous l'ont apporté pensaient. Alors on était assez surpris en effet de l'état de conservation. Il faut dire, juste avant, on avait scanné un violon du même âge qui lui était en très mauvais état. Donc quand on a scanné le canonnet, finalement, il est clairement encore en état de jouer. Donc il n'y a pas de risque dans l'immédiat. Il peut continuer à servir. Alors pas trop souvent, c'est ce que je disais, à peu près une fois tous les 2 ans. Il n'y a pas de risque immédiat, mais le but de l'expérience, c'est surtout de pouvoir le conserver encore pour des centaines d'années. Et donc pour ça, il faut vraiment avoir un diagnostic complet. Et on va pouvoir proposer les endroits où on considère qu'il y a des risques qui pourraient se développer dans les années qui viennent. Là où il faut faire des petites restaurations pour être sûr qu'ils soient conservés comme ça à long terme.
La suite, pour vous, ce serait quoi? Ce serait d'avoir une autre ligne encore plus puissante ou pour pouvoir étudier des objets encore plus importants? Alors BM18, on est juste au début de la ligne. Elle a démarré en septembre 2022. Donc on ne va pas encore considérer qu'elle est obsolète. Pour l'instant, c'est la meilleure au monde pour ce type d'expérience. Et on n'a pas encore toutes les possibilités de la ligne. À l'heure actuelle, on a scanné un violon, mais on espère être capable dans quelques mois de scanner jusqu'à une contrebasse. Donc la ligne elle-même a été faite pour ça. Est-ce que vous allez sortir des instruments à cordes? On va sortir des instruments à cordes, mais c'était pour garder la comparaison en fait. Dans les faits, il n'était absolument pas prévu de scanner des violons sur cette ligne. On devait scanner des fossiles, des objets pour les sciences des matériaux, les applications industrielles, de la géologie. À ça, il y a le projet Organe qui s'est rajouté, qui n'était pas prévu non plus au départ, qui est devenu le plus gros de la ligne. Et dans la partie héritage culturel, on a la paléontologie, on a dévié un peu sur l'archéologie, et dans le cas présent, sur l'imagerie des artefacts précieux assez récents. Assez récents quand on est paléontologue, évidemment. Donc vous êtes bien occupé encore pour les mois et les prochaines années. Je pense, oui. Merci beaucoup, Paul Taforo. Quelques idées de sortie au théâtre en rond, qui n'est pas le théâtre en rond du synchrotron, donc au théâtre en rond de Sassenage. Charlie Poète, un homme orchestre qui livre une performance inclassable entre théâtre et chanson, mêle humour, folie, tendresse. Charlie pétille, saute, émeut, joue avec les mots MOTS et s'amuse des mots MAUX. Un spectacle exigeant et touchant qui a déjà fait un carton au off d'Affignon et qui sera donc vendredi soir à Sassenage. Au programme de Si on parlait aujourd'hui avec Thibault Leduc, visite guidée avec les propriétaires de la Galicière, ancienne fabrique de soie iséroise, qui vient de remporter le loto du patrimoine. Direction ensuite les JO de Paris avec le décathlonien Bastien Ozeille qui se prépare pour le dernier rendez-vous de sa carrière. Et puis coup de pouce à un vide dressing solidaire. Un retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec le tram des Balkans et Mélissa Zantman en cavale à la Maison de la Musique de Mélan. Vendredi soir, dans ce répertoire cavalesque, les voix se mêlent dans un torrent de langues voyageuses. Excellente soirée à tous.